Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre nouvelle émission consacrée aux livres et à la francophonie, à la télévision, mais aussi en podcast radio sans l'image. Un rayonnement international grâce à nos diffuseurs et une nouvelle aventure avec de la culture, des découvertes, des voyages, beaucoup d'entretiens en reportage avec de grands auteurs dans le Sud, à Paris ou ailleurs. Vous allez vous informer, réfléchir et rêver avec nous, je l'espère. Aujourd'hui, l'écrivain syrien Omar Youssef Souleyman nous emmènera à Paris sur les traces de son exil lorsqu'il a fui l'intégrisme religieux. Il retournera pour nous dans le quartier qui a été son premier refuge en France. Qu'est-ce qui se passe la première nuit dans votre tête? En fait, la première nuit, même les premières nuits, je me réveillais toutes les nuits et j'avais l'impression d'être encore à Damas. Et j'avais besoin d'attacher ou de toucher quelque chose, un objet, à mes côtés, pour réaliser que je suis vraiment en France. Nous vous proposerons aussi un club de lecture avec des passionnés de livres, dont un jeune lecteur lycéen. Un focus sur l'actualité littéraire francophone et les pépites des libraires. Un libraire aura ainsi 3 minutes pour nous convaincre de lire 2 pépites, tout genre de livres confondus. On ouvre justement cette émission avec le club de lecture. Et nous commençons avec un lecteur. Bonjour Rachid Benchawir. Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise à Monaco. Vous avez créé Coralliotech, une société de biotechnologie marine. Vous êtes spécialisé donc dans les domaines, on peut dire, des cosmétiques par exemple, et pharmaceutiques? Oui, pharmaceutiques et cosmétiques, ce sont nos 2 principaux axes secteurs d'activité cible. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la recherche avec... Oui, on fait de la recherche et puis surtout on valorise les ressources marines par le biais donc de production de molécules issues des organismes marins. De la biodiversité? De la biodiversité marine. Les algues par exemple? Il y a les algues, il y a les coraux, comme le nom de la société l'indique. Et oui, voilà. Bon. Et vous êtes un grand lecteur. Exactement. Et on vous a invité pour ça parce que vous avez choisi un livre qui a illuminé une partie de votre vie, voire toute votre vie. Exactement, qui l'a orienté en tout cas. Lequel? Alors c'est Le hasard et la nécessité du professeur Jacques Monod. Prix Nobel de médecine en 1965, et qui a été un espèce de déclic lorsque j'étais à l'université, très tôt, sur l'orientation et surtout la philosophie de l'activité en sciences biologiques essentiellement. Et c'est ça qui m'a induit chez moi une idéologie, une philosophie pour aller vers une compréhension plus profonde de la mécanistique en biologie. Et ça a été vraiment un déclic important pour moi, pour m'orienter vers des questions de nature surtout évolutive. D'accord. Voilà. Ça a déterminé votre métier finalement? Ça a non seulement déterminé mon métier, mais ça a aussi guidé la philosophie que j'avais de ce métier, notamment en considérant certains axes idéologiques ou philosophiques. Alors ça a l'air très technique, mais c'est aussi philosophique, vous venez de le dire effectivement. Voilà. Il est sorti en 1970 ce livre, et il a influencé de nombreux chercheurs, il a même déclenché des recherches. Effectivement, puisque c'est un spécialiste de biologie moléculaire, son prix Nobel est lié à la découverte, juste après la découverte de l'ADN, des processus moléculaires de l'ADN jusqu'aux protéines, le dogme de la biologie moléculaire. Mais aussi cet aspect philosophique dont vous parlez, qui est très important, qui est constitué, si vous voulez, de cet aspect de hasard et de nécessité qui guide l'évolution à la fois des organismes, mais également des molécules elles-mêmes. Et c'est ça qui a été intéressant. Dans les recherches, il y a toujours un peu de hasard. Exactement. C'est ça qui est difficile à gérer. Oui. C'est tout le sens de votre société Coralliotech. Aujourd'hui à Monaco, exactement. Bon. Merci Rachid Benchawir, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Dans le club francophone, nous donnons la parole aux lecteurs, aux clients des librairies en quelque sorte que l'on n'entend jamais. Et on voulait réparer cela avec vous notamment, et nous allons le faire régulièrement. J'espère que ça vous donnera à vous des idées de lecture. Avant de partir dans un quartier de Paris avec l'écrivain syrien Omar Youssef Souleyman sur les traces de son exil, place aux pépites des libraires, une séquence qui met en valeur un libraire francophone qui a 3 minutes pour nous convaincre de lire 2 de ces pépites dénichées dans sa librairie. Et on reçoit aujourd'hui un nouveau libraire qui vient d'ouvrir une toute nouvelle librairie à Monte-Carlo. Bonjour Arthur Laure. Bonjour. Une nouvelle librairie, c'est toujours un petit événement pour nous, pour vous évidemment. Comment s'est passée cette ouverture de votre côté ? Écoutez, avec beaucoup de joie, parce que ça faisait longtemps que nous attendions de pouvoir monter le projet. Ouais. Ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui on est là et on est très heureux de pouvoir s'installer dans le paysage du livre à Monaco.
Oui, il était temps parce qu'effectivement, ça manquait beaucoup de librairies dans ce coin du monde. On commence par quoi donc, Arthur ? On va commencer par La mélancolie de l'ours polaire de Momalo. D'accord. Momalo qui est plus connu pour ses romans policiers. Et il s'est essayé à un nouveau type d'écriture, le récit de voyage. Donc on va le suivre dans son aventure au Groenland, dans le petit village de Kulorsuaq, village très reculé du Groenland avec 450 habitants, totalement isolé du monde pratiquement, où il vivent encore quelques chasseurs d'ours polaires. Ouais. Des chasseurs qui ont besoin de cette chasse pour pouvoir se nourrir. Finalement, c'est pas du tout de la chasse récréative, loin de là. Et Momalo a voulu rencontrer ces personnes-là, les suivre dans cette aventure. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est dans le récit de voyage de l'anti-aventurier. Ah ouais. Ça change des Mike Horn ou ce genre de personnages où on sait typiquement qu'ils vont faire des folies et qu'ils vont s'en sortir. Là, on est un peu avec monsieur, madame, tout le monde qui part au Groenland et finalement... c'est pas si facile que ça. Oui, c'est pas mal. L'anti-héros de ce côté du monde, c'est pas mal, mais il vit là-bas. Comment ça se passe ? Comme Momalo, c'est un nom très nordique, non ? C'est très, très nordique. Mais en fait, il s'appelle Frédéric Ploton. Ah, d'accord. Et c'est un alias qu'il a pris parce qu'il vient de Saint-Malo. Donc, il a pris Malo. Ah oui, d'accord. Oh là là, il nous a eu. Il a piégé tout le monde. Il a piégé tout le monde. Il a piégé tout le monde. Bon, très bien, ça donne envie en tout cas. Vous avez raison, peut-être qu'on ira lire ce livre. Et puis, il y a une bande dessinée aussi qui a attiré votre attention dans votre librairie. Oui. Et là, je crois que vous allez me convaincre tout de suite. Allez-y. Alors, l'auteur, c'est Luz, le caricaturiste de Charlie Hebdo. Ouais, ancien Charlie Hebdo. Qui a fait un roman... Ancien Charlie Hebdo, oui, pardon. Qui a fait un roman graphique autour d'une œuvre de Otto Müller, donc un peintre allemand qui est décédé en 1930. Et en fait, ce qui est vraiment super dans cette BD, c'est qu'on a le point de vue de la toile. Ouais. Donc on voit tout à travers le prisme de la peinture. C'est ça. Et on voit toute la vie de cette œuvre, de sa création jusqu'à aujourd'hui, où elle a connu finalement la montée en puissance du nazisme, la censure. Oui, la censure, il a tout exploré, lu, c'est magistral. J'ai lu ce livre, alors vous avez de la chance parce que là, vous m'avez convaincu. Vous l'avez lu. J'espère que les auditeurs et téléspectateurs iront voir ce livre de Luz, Deux filles nues, qui a été primé à Angoulême d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci Arthur Laure, merci à vous. Je vous remercie. Nous laisserons sur Internet les références de vos choix. Je rappelle que vous êtes libraire à Monaco, dans la librairie La Bouquinerie. À bientôt, Arthur. Voici le grand entretien reportage de la semaine. On part dans les rues de Paris aujourd'hui avec Omar Youssef Soleiman. Bonjour Omar Youssef Soleiman. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre ici, de nous accueillir ici à Paris. Merci à vous. Vous avez choisi ce quartier de la capitale car vous êtes arrivé de la Syrie, exilé, vous avez fui le régime, fui votre famille. Ouais. Vous arrivez à Paris dans ce quartier-là, dans la rue Paradis où on va aller. Tout à fait. Et vous avez publié L'Arabe qui sourit, un roman qui a eu le prix du Quai d'Orsay en 2025. Ouais. On va parler évidemment de ce livre, on va parler de votre parcours, on va dresser votre portrait, parler de ce roman aussi. Mais vous vous souvenez du moment où vous êtes arrivé le premier jour ? Alors, c'était à 4h du matin, le mois de mars 2012. J'ai quitté la Syrie 2 jours au lendemain, en Jordanie. Et c'est là-bas où j'ai demandé l'asile politique à l'ambassade française, après avoir un problème avec la police jordanienne. Et j'avais de la chance, parce que je n'ai pas souffert de la mer, de traverser la mer, comme beaucoup de migrants, etc. Le lendemain, j'étais à Paris. C'était pas si facile de se séparer avec les siens, avec sa famille, avec ses parents, etc. Parce que je pense qu'on a ses propres idées, son propre chemin, il faut le suivre, peu importe le prix. Mais qu'est-ce qui vous fait décider le départ ? En fait, c'est parce que d'un seul coup, on perd d'espoir. C'est-à-dire, on perd d'espoir de rester ici. Il y a une motivation. On ne sait pas d'où ça vient, une force qui nous motive, qui nous pousse à sortir, à s'échapper. Parce qu'on sait très bien, si on reste, on serait arrêté et tué. Bon, on va aller dans cette rue de Paradis parce que vous arrivez là. Tout à fait. On va essayer de replonger dans ces souvenirs douloureux, pour vous évidemment, j'imagine, mais on va voir cet endroit que vous avez ça marche. Côtoyé, fréquenté depuis quelques temps.
voilà. Rue de Paradis. Rue de Paradis. 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 Voilà, oui, à l'époque, je le prononçais rue de Paradis. Pourquoi? Parce que la lettre Pi n'existe pas dans la langue Ah, arabe. le P n'existe pas? Non, n'existe pas. D'accord. Oui. Donc c'est que des Donc B. voilà, j'avais besoin vraiment des mois pour apprendre le P. Qu'est-ce que vous ressentez le jour de votre arrivée? Et qu'est-ce qui se passe la première nuit dans votre tête? En fait, la première nuit, même les premières nuits, je me réveillais toutes les nuits et j'avais l'impression d'être encore à Damas. Et j'avais besoin d'attacher ou de toucher quelque chose, un objet, à mes côtés, Ah bon? pour réaliser que je suis vraiment en France. Cet endroit, rue de Paradis, enfin, tout le quartier, il est devenu comme un refuge pour moi, pour repenser comment j'étais au moment de mon arrivée. Vous voyez, Emmanuel, quand on arrive dans un nouveau pays, comme si on refait sa naissance. On va aller dans un autre endroit, Omar Youssef Souleiman. Je vous en prie. Le passage Brady. Vous y Super. tenez parce que ça vous fait penser à votre pays, à Damas notamment. Tout à fait. Soka Media. Allons-y. Ouais. Ça tombe bien, ça. Ah ben, on a la fanfare en fait dans cette rue. Alors on a quitté la rue de Paradis, hein, on est dans une autre rue là. Là, c'est un autre paradis, là. C'est un autre paradis. Ouais. C'est pas mal. Il y a le New Morning ici qui est un lieu musical très important ici à Paris. Il y a beaucoup de concerts de musique du monde notamment. Et ça Et n'existe de plus. nombreux artistes ont commencé ici. D'accord. Y compris des artistes du ancien. Maghreb, d'Afrique et d'ailleurs. Et le New Morning, c'est un lieu culte. Ah ouais, en fait, Vous aviez j'ai la passé musique plein de juste à fois côté. ici, mais je me demande juste à si, côté de vous. Et ça existe toujours? Bien sûr, ça Il est existe ouvert, encore. super. Oui. Écoutez, je viendrai la prochaine fois. Alors pourquoi Omar Youssef Souleiman, ce passage Brady? Parce qu'il m'a fait tellement penser au souk Amelia à Damas. Ah, c'est un souk, Amelia, ouais. c'est un souk très ancien qui date des milliers d'années à Damas. Et cette ambiance, cette atmosphère, l'odeur des épices. Alors voilà, vous il y a voyez. l'odeur des épices. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans ce passage, déjà dans le quartier, ou même à Paris, c'est cette diversité incroyable. Et par exemple, là, on a des restos indiens. Spécialité indienne et juste en face, Japonais, un magasin des d'épices. Voilà, l'épicerie, ça j'adore. C'est trop oriental. Donc il y a mon côté oriental qui se retrouve ici. Et arrivant en France, les premiers jours de mon séjour dans ce quartier, je marchais tous les jours ici et je ne savais pas pourquoi. Et après bien sûr, j'ai compris parce que ça révèle des choses de ma mémoire. Ah oui. Et vous voyez, on se sent en sécurité. Quand on se réfugie dans ce type d'endroit qui réveille notre propre mémoire. Alors ça m'amène à parler de votre roman, L'Arabe qui sourit. Ouais, c'est vrai. C'est un jeune homme en fait qui part, qui s'exile comme vous. Hein. Il va quitter son pays pour arriver en France, il va passer par le Liban. Et alors qu'il est parfumeur à La Rochelle, embaumé comme ça dans les senteurs, il apprend la mort d'un ami. Ouais. Et il doit retourner au Liban, où il a vécu en partie, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tout à fait. Et c'est ce retour-là qui lui permet de reprendre racine, finalement. Effectivement. Il renoue avec ses origines. Bien sûr. En fait, c'était un roman. C'est un roman d'autofiction, c'est-à-dire il est inspiré d'une vraie histoire où j'ai vécu quand je suis rentré au Liban il y a quelques années. Donc j'étais vraiment sur les frontières avec la Syrie et je ne pouvais pas y accéder, voir ma mère, voir ma famille. Donc j'ai imaginé comme quoi que je suis vraiment rentré à travers ce personnage, à travers le parfumeur. Alors le parfumeur, bon, il crée des parfums. Et c'est un peu ça, en fait, ce qu'il recherche. C'est les odeurs de son pays. Voilà. Il dit d'ailleurs, quand je crée un parfum, je pense à mon pays. Et puis il en trouve un, finalement, qui est l'odeur, finalement, selon lui, de la Syrie. Il vit à travers les parfums, à travers les odeurs, comme là, en ce moment, avec ce que l'on sent autour de nous. Moi, je ressens la coriandre. C'est vrai. Il y a Ouais. d'épices d'épices derrière. Ça vous plonge dans votre, Effectivement, dans votre oui, mémoire, ça, dans votre l'odorat enfance. ou le parfum, c'est comment dire, la sensation, le sens le plus lié à la mémoire. Ouais. C'est-à-dire, il nous fait voyager
La Syrie, pour moi, c'est des odeurs. Hein. C'est des odeurs, pardon. C'est des parfums, les épices de Damas. D'ailleurs, on a grandi dans cette... Vous sentez là les muscles? C'est marrant, parce que j'étais en train de le savon, dire. là. Le savon Non, d'Alep, il y avait le peut-être. muscle quelque part. Qu'est-ce que vous sentez? Le musc. Ah En fait, oui, c'est un parfum qui l'odeur s'appelle le musquée, musc. oui. Musc, voilà, oui. Et le musc, on a grandi dans ce sujet. C'est-à-dire le parfum, c'est un sujet très présent en Syrie au quotidien. En parlant de l'un de ses parfums, votre personnage, dans L'Arabe qui sourit, dit « Il représente pour moi mon passé dans la capitale syrienne, son ambiance chaleureuse, son histoire très ancienne et mon territoire du présent et de l'avenir, la France, avec sa diversité culturelle, artistique et naturelle. » Ça résume tout. Et on est en plein Merci. dedans. Voilà, exactement. On est dedans. On est dans le roman. Voilà. On va aller dans un endroit qui vous tient à cœur tout particulièrement parce que vous y avez écrit un livre. Vous savez, les écrivains parfois écrivent à la terrasse des cafés. On va vous l'illustrer parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Omar Youssef Souleymane dans ce club francophone ici à Paris. Alors, l'amour vache. Alors, voilà, On le va café revenir. s'appelle l'Amour Ouais, Vache. Tout à fait, c'est déjà pas mal pour être heureux. Il s'appelait déjà l'Amour Vache à l'époque. Il s'appelait toujours l'amour vache depuis très longtemps. Et qu'est-ce Ça qui vous m'a- a ça m'a- guidé ça vers m'a ce tapé dans le- restaurant? En fait, j'aime beaucoup l'ambiance. Ouais. Moi, je Alors- suis fan des terrasses. Ouais, alors, surtout c'est vrai les qu'il y a une terrasses un peu petite fermées, verrière, là, voilà. ouais. Une terrasse douce, charmante. Et j'avais toujours cette table qu'il s'agissait à l'époque de mon bureau. C'est comme mon bureau, vous voyez. Donc, Bah, on va aller voir. Je venais chez les On va temps. aller s'installer à la je vous en prie. table. Oui. Allez. Voilà, Omar Youssef Souleymane, on est installé donc à ce café. C'est ici que vous avez commencé à écrire avec Le Petit Terroriste. Hein, c'était votre Exactement. premier récit, un récit roman. Oui, vous voyez, ce que j'aime dans les terrasses en général, c'est que c'est un endroit un peu absurde. Là, on est installé et on est au cœur des mouvements. C'est-à-dire, il y a c'est des ça. voitures dehors, des vélos, des passants, des piétons, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment inspirant. Et ça donne surtout cette terrasse si calme, mais ça donne sur la vie en action. Oui, oui, oui. Alors l'Arabe qui sourit, c'est votre narrateur. Et Exactement. l'Arabe qui sourit, il sourit tout le temps pour dissimuler un petit handicap. Sauf qu'on lui dit à un moment, attention, parce que quelqu'un qui sourit tout le temps, c'est suspect. Vous voyez, je viens d'un monde où sourire ou rire ou être souvent joyeux, c'est pas si désirable et c'est pas agréable dans cette société parce qu'il y a le côté aussi patriarcat, c'est-à-dire qu'on doit être sérieux aussi pour être un vrai homme, on doit être macho pour être un vrai homme, il faut pas trop sourire, etc. Et toujours ce parfumeur, il avait ce côté dit féminin peut-être dans son sourire, vous voyez. D'un côté, c'est-à-dire vraiment mal vu en Syrie ou au Moyen-Orient tout court, mais aussi il le faisait pour dissimuler son handicap, pour ne pas voir vraiment un problème grave dans ses yeux. On voit, il y a une différence. Il a un problème aux yeux. Ce qui est mon problème d'ailleurs, Oui. vous voyez, c'est inspiré de mon handicap. Oui. On lui dit aussi, le bonheur est un délit dans ce pays. C'est vrai. C'est vrai? Vous voyez, ça vient aussi. Il y a une culture mélancolique. Ouais. Même dans la poésie arabe, par exemple, la mélancolie est tellement évidente. Depuis, la poésie arabe est très ancienne, date à plus que 1500 ans. Vous voyez. Et donc, il y avait toujours cette idée de séparation, de chagrin d'amour, quand on quitte un lieu. Mais cela fait partie essentielle de la culture. Alors, ils vont prendre beaucoup de risques, hein, vos personnages, pour essayer d'honorer la mémoire de leur ami disparu. On ne va pas tout raconter, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de suspense. Hein, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et à un moment, il dit quelque chose qui vous correspond un peu, Omar Youssef Souleymane. Il dit « Ça sert à quoi d'être à nouveau dans un pays qui m'a fait plus de mal que de bien ?» Il se pose cette question-là. Parce que
il retrouve finalement autour de lui tout le mal et toutes les souffrances qui sont encore là, finalement. Bien sûr. Ça me renvoie, Emmanuel, à la question qu'est-ce que ça veut dire un pays, d'ailleurs? C'est quoi? Est-ce que le pays, c'est là où on est né, c'est là où on a grandi? Ou le pays, c'est là où l'endroit, où la société, où l'environnement, on se sent bien, on se sent soi-même, où on se sent libre avant tout et en sécurité. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je me considère la France comme mon propre pays. Vous voyez. Et le Moyen-Orient, depuis des siècles, soit on n'a jamais vécu la tranquillité ou la stabilité, disons peut-être la démocratie, une société en paix tout simplement. On n'a pas vécu la paix. Soit on était en guerre civile, soit sous l'occupation, soit sous une dictature. Et donc les conflits font partie essentielle de ce Moyen-Orient, et ça c'est normal, parce que nous on est vraiment au cœur du monde. C'est-à-dire, depuis le chemin de soie, vous voyez, à l'époque, quand on traversait Alep, il y avait ces conflits commerciaux entre les pays, les cultures, les civilisations, puis les Persans, les Romains, etc. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Le personnage qui vient de La Rochelle, qui s'est exilé en France, il dit que les solidarités ne sont pas les mêmes en France. Et que malgré les douleurs, malgré les conflits, malgré des vies très difficiles, quand on est en Orient, au Moyen-Orient, il y a des solidarités très fortes entre les peuples. Ouais. Qu'il n'y a pas en Occident. Vous voyez, là, on est en terrasse, par exemple. Si on était en terrasse au Liban ou en Syrie, ça serait très facile que tout le monde nous pose des questions, on échange. Il y a ce côté chaleureux dans les relations humaines, je veux dire. Et ce côté nous emmène à la solidarité. Et je pense que cette solidarité existe énormément en Syrie et au Liban. C'est dans l'absence de l'État. Parce que vu qu'il n'y a pas d'État qui prend soin des gens, malheureusement, donc les gens sont solidaires pour survivre. Voilà. On va terminer avec cette dernière phrase. Le Moyen-Orient est un cimetière de rêves. Votre rêve aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ce cimetière de rêves, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez effectivement, c'est malheureusement un cimetière de rêves, surtout pour les jeunes. Ouais. Quand j'avais leur âge, ils souffraient exactement de la même chose. Et là, je rebondis avec aussi votre dernière question, c'est-à-dire ici, peut-être il y a moins de solidarité, mais on est libre et on peut construire ses rêves, vous voyez. C'est pour ça que je suis pas très d'accord avec le côté où on râle beaucoup en France. Les premiers mots que j'ai appris de la langue française, c'était les mots putain, fiché, je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Oui, non, on râle, oui. On râle. Et donc, pour moi, mon rêve aujourd'hui, c'est juste exister et vivre. Vous voyez, exister et vivre et écrire. Parce que pour moi, l'écriture, c'est la seule manière où je peux trouver l'harmonie avec le monde qui m'entoure. Exister et vivre sans râler, bien sûr. Bien sûr. Je plaisante. Voilà, L'Arabe qui sourit, c'est aux éditions Flammarion. C'est le prix du Quai d'Orsay 2025, le premier prix du Quai d'Orsay qui vous a été attribué cette année. Merci beaucoup, Omar Youssef Soleiman. Bon courage à vous et continuez à vivre sans râler. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Omar Youssef Soleiman qui a publié donc L'Arabe qui sourit aux éditions Flammarion, prix du Quai d'Orsay 2025, et aussi un essai qui est sorti récemment qui fait beaucoup parler de lui, Les complices du mal aux éditions Plomb. Chaque semaine, nous invitons un lycéen qui vous conseille un livre de son choix, toutes catégories et tout genre confondues, liberté totale, comme je le dis depuis quelques semaines. Aujourd'hui, nous accueillons Esteban. Bonjour Esteban. Bonjour. Tu es étudiant, lycéen en classe de terminale au lycée Costebel à Hyères. Et tu as choisi un livre qui t'a particulièrement allumé. Oui, c'est ça. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui Les émotions cachées des plantes de Didier Van Covelart. Alors, salut Didier Van Covelart au passage, qu'on connaît bien. Qui est un auteur français d'origine belge. Oui. Et qui a écrit un essai sur les plantes et notamment les différentes capacités, donc assez surnaturelles et très méconnues de la grande majorité des personnes, concernant leur capacité à transmettre des émotions comme la joie, mais également à avoir de l'empathie, à transmettre le danger aux autres plantes. Et c'est un livre vraiment très intéressant avec des découvertes scientifiques de docteurs et professeurs reconnus, et donc qui m'a particulièrement touché. Alors depuis que tu as lu ce livre, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Tu regardes les plantes différemment? Oui, j'ai un avis différent sur les plantes, et notamment avec mon environnement proche, et ça m'a beaucoup inspiré pour la création, puisque je suis créateur de projets. J'ai notamment monté une petite vidéo, un clip
concernant le changement climatique, donc incitant à la sensibilisation au changement climatique, intitulé Climatology Beatbox, et donc qui incite vraiment à l'action face à ce changement climatique. D'accord. En outre, j'écris de la poésie, et donc je suis très lié avec l'environnement et avec la nature, qui m'inspire beaucoup au quotidien. Alors j'allais dire ça, on va dire la vérité au public, c'est qu'un jour, après une conférence, tu es venu me voir et tu m'as dit j'écris de la poésie. Tu m'as envoyé les poèmes, j'ai trouvé ça génial, et quand on a monté cette émission, j'ai pensé à toi tout de suite pour cette séquence, parce que ces poèmes, tu les écris depuis quelques années. Oui, ça fait depuis 2020, donc depuis que j'ai 12 ans, je me suis mis à écrire la poésie. En fait, je crois que tout a commencé après un rêve que j'ai eu, un rêve un peu cataclysmique, une sorte de fin du monde, et j'ai écrit ce poème au lendemain puisque je m'en souvenais de ce rêve, et depuis j'écris beaucoup. Alors qu'est-ce qui t'inspire? La vie en général, c'est ça? Oui, la vie en général, la nature, les sentiments également, la liberté. Bon, tu as un site où on peut lire tes poèmes? Je suis en train de développer mon site internet, avec certains extraits. Un réseau social, non? T'as pas un réseau social? Je n'ai pas encore de... Pas encore, va falloir le faire. Bon, tu reviendras nous voir? Oui. Et tu nous liras un poème, d'accord? Avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup, Esteban. Merci à vous. Pour ce conseil de Didier Van Kovlart, que je salue à nouveau. Merci à toi. Un dernier conseil de lecture avec le récit de Nelly Ponce. Dans le grand épuisement, elle explore notre capacité à tenir debout et parfois à tout lâcher, résister dans un monde qui vacille, avec un écosystème déséquilibré, éviter de se faire déborder aussi par les événements, le travail ou même les sentiments. C'est un combat quotidien et parfois, malheureusement, on perd la bataille. Tout est dans ce livre, subtil et délicat. C'est parfois très dur, mais l'espoir est toujours là. À lire absolument. Nelly Ponce, Le Grand Épuisement, aux éditions Actes Sud. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bon week-end et bonne semaine à vous tous. À la semaine prochaine.